Minutes, oui, c'est l'heure de notre émission Plateau Foot Europe. Bonjour à tous, merci de prendre rendez-vous avec l'équipe de cette émission Plateau Foot Europe. Hola, Senior Yetor. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs. Comment tu vas? Je vais bien. En pleine forme, hein? Très en forme. On peut y aller, hein? On peut y aller, je pète la forme. Ah oui, ça se sent, ça se sent. Guten Morgen, Franck Nounyama. Morgen, non? Comment tu vas? Ça va. La semaine, elle termine peu à peu. Oui, heureusement qu'on est prêt, oui. Qu'on est solide pour l'émission. Ah oui, j'aime ça, solide, hein? Solide comme quoi, le rock, hein? Ah oui, sauf qu'on n'est pas Gattuso, hein? Bonjour, Ezekiel Ayataï. Bonjour Angelo, bonjour à tous et c'est toujours un plaisir d'être là les vendredis matins. Comment tu te sens ce matin? Très bien, ça. Ah oui, il est aussi, on peut dire, en pleine forme. Il a un t-shirt assez, je ne sais pas si c'est du Picasso ou du... Bon, je sais pas, il va nous le dire. Good morning, Mr. Armel. Morning Angelo. Comment tu vas? Enfin. Et la première ligue anglaise? Ah, il y a eu des surprises. Ah oui, on va en parler tout à l'heure. Bonjour également à Elom Adovon qui s'occupe de la vidéo de cette émission, l'émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Sport FM TG. Au menu de ce numéro 475. Liverpool freine Manchester City, premier revers de la saison des Sky Blues en première ligue anglaise. Le Barça tremble mais renverse la Real Sociedad et continue son sans faute en Liga espagnole. Pendant ce temps, la Casablanca sombre au Bernabéu. Restera ou partira, Aubameyang fait parler encore de lui à Dortmund. Et c'est la reprise en Serie A italienne avec un très attendu Inter Milan AS Roma au Giuseppe Meazza. Penalty Gate acte 2, Cavani qui égale Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain. Marseille brille et Monaco quitte le podium. Nous faisons le point de la Ligue 1 conformément dans cette émission. Tony Chaperon, arbitre tacleur du match Nantes-Paris Saint-Germain, attendu en commission de discipline le 8 février prochain. Quelle mouche a piqué le chauve? Élément de réponse avec les spécialistes dans le débat. Question des auditeurs, thème sportif et top 3 africains viennent boucler le tout. Plateau Foot 475, mise en onde Gildas Caboret, présentation Angelo Folikwe. On est parti pour 80 minutes de délices du foot européen. English Premier League News. À tout seigneur, tout honneur, nous prenons la direction de la perfide Albion où s'est déroulé un gros match entre Liverpool et Manchester City. Vous l'avez bien suivi, en tout ça fait 7 buts marqués dans ce match spectaculaire, match explosif entre Liverpool et Manchester City. Armel Ouaba? Oui, c'est même de l'euphémisme, hein, Angelo Folikwe. Ce match-là, on l'a vécu, c'était extraordinaire. Les joueurs de City ont remarqué qu'effectivement, les joueurs de Liverpool ne marchaient pas seuls. Ce public-là était derrière, qui a d'abord assisté à la 9e minute, hein, à cette performance solitaire d'Oxlade Chamberlain, le transfuse d'Arsenal, qui a d'abord ouvert le score à la 9e minute sur une frappe décroisé. Ederson était tout simplement impuissant. On croyait que les choses allaient se passer d'une autre façon, puisque presque dans la foulée, le Roi Sané revient avec un contrôle superbe qui met dans le vent son vis-à-vis et va donc égaliser pour les Sky Blues. Mais non, il était écrit que dans ce match, Liverpool allait faire très très mal. D'abord par Firmino qui s'impose dans un duel dans la surface de réparation pour trouver le second but. Et ensuite, le Sénégalais Sadio Mané qui corse l'addition. Ce n'est que révélateur pour un autre Africain, l'Égyptien, l'inévitable Mohamed Salah, qui porte le score à 4-1. C'est tout simplement le ciel qui est tombé sur la tête des hommes de Pep Guardiola, qui quand même ont eu le courage, l'envie de revenir par l'intermédiaire de Bernardo Silva, et puis d'Ilkay Gundogan, mais ça ne suffira pas. Liverpool a bien fait flancher pour la première fois cette saison Manchester City. La question qui restait dans les têtes, c'était de savoir à quand le premier revers des Sky Blues. Roméo Yetor, est-ce qu'on peut dire que Liverpool a été tout simplement insolent dans ce match face à City? Je crois que c'est un match qu'il ne fallait pas perdre par les Reds et ils l'ont fait. Bravo à eux. Souvenez-vous, lors de la manche aller, eh bien, Liverpool a été sérieusement corrigé par Manchester City. Déjà, il y avait une revanche en l'air. Et on a vu une équipe de Liverpool, certes, qui a ouvert le jeu,
qui est allé chercher Manchester City, qui a marqué très tôt ce but. Je crois que c'est ce but matinal qui a donné beaucoup plus d'ardeur à cette équipe des Reds, parce que Manchester City a été surpris. On ne s'attendait pas forcément à ce but matinal-là. Et là, les Citizens ont eu le temps de courir derrière le but égalisateur. Ils étaient fatigués, certes, ils ont égalisé avant d'aller à la mi-temps. Mais du retour de la mi-temps, Liverpool a encore marqué très tôt et en plus a enchaîné 2 autres buts. Je crois que c'est ça qui a démotivé, a désarmé un peu les Citizens. Mais vers la fin, vous connaissez bien le mental de ces joueurs de Manchester City. Ils ont su réduire l'écart jusqu'à 3. Je crois que s'il y avait eu encore plus de temps, City pouvait revenir au score totalement. Franck Nuyama, c'est la première fois que City prend autant de buts dans un match de championnat. Où s'est située la faille des Sky Blues? Je pense qu'après avoir été humilié sur la phase allée de ce championnat, Liverpool avait envie quand même de revenir et de corriger, on va dire, cet affront entre griffes. Donc je pense que la dernière fois, les hommes de Pep Guardiola étaient dépassés par la vitesse d'exécution des hommes de Jürgen Klopp, qui a évolué en 4-2-3-1 avec un milieu densifié face au 4-3-3 de Pep qui ce jour-là avait quelques grains de sable. Donc je pense que c'est à ce niveau, c'est la vitesse et puis l'efficacité des hommes de Jürgen qui ont fait la différence. Vous allez voir Chamberlain très tôt a ouvert le score, ce qui a permis quand même à Liverpool d'avoir plus de confiance et d'injecter le doute dans le camp des Citizens. Oui. Après, on a vu donc Firmino, on a vu Salah, on a vu Mané. Donc, ce sont les hommes en forme, en fait, qui ont fait le match. Donc, je pense que les hommes de Pep Guardiola se sont réveillés, mais tard dans ce match. C'est le problème. Ah oui. Ezekiel, vous l'avez dit la dernière fois qu'il y aura un match spectaculaire entre les deux formations. Satisfait par rapport au produit dans ce match-là? Oui, surtout par Liverpool, parce qu'on le disait avec le départ de Coutinho, que le départ de Coutinho allait être une motivation supplémentaire pour les joueurs de Liverpool, et on l'a vu sur le terrain. À l'envie, les Reds étaient plus engagés que les Sky Blues. Donc sur le terrain, on a vu une équipe qui a joué très haut, qui a osé presser les Citizens, et également il y a la défense de City qui n'était du tout pas au rendez-vous. Sur le premier but, on a remarqué que le but de Chamberlain, on a remarqué que la défense de City a mis du temps pour sortir, et donc Chamberlain a pu déclencher sa frappe. Sur le deuxième but, on a vu que Stones s'est fait bouger au duel sur ce deuxième but-là. Et sur le troisième but, c'était sur un dégagement raté de Otamendi que le troisième but est arrivé. Mané. Et que dire sur le quatrième but, où tout simplement ça a été une grossière bourde d'Ederson. Voilà, donc il y avait eu trop d'erreurs au niveau de cette défense, et naturellement trop de buts. Donc je pense que c'est mérité, même si City a montré de la ressource en fin de match pour revenir quand même à un but d'écart. Je pense que c'était une victoire méritée pour Liverpool, qui a osé jouer tactiquement. Je crois que Klopp était dans son match. Il a joué un match intelligent. Il a osé priver City de ballon. En première mi-temps surtout, on a vu que City qui est plus à l'aise en posant le pied sur le ballon, c'est City qui courait derrière le ballon, et naturellement les joueurs n'étaient pas à l'aise, et le résultat est là. Oui, si City s'est fait prendre à son propre jeu. City, c'est une équipe qui aime posséder le ballon, mais la dernière fois on a vu un pressing pas possible de la part des Reds, qui ont donc dépossédé justement cette équipe mancunienne du ballon. Donc les erreurs ont suivi. Ah oui, le malheur des uns. Oui, je pense qu'il doit corriger. Il disait la dernière fois qu'avec le départ de Coutinho, Liverpool ne devrait pas faire. Donc on attend son mea culpa. Ah oui. Le mien? Oui, bien sûr. Je ne suis pas habitué. Nous allons parler de notre club de la ville de Manchester. On va parler des Red Devils qui se sont quand même relancés avec la manière 3-0 devant Stoke City. Ah oui, c'est la moindre des choses, puisque le match de City a été joué le dimanche. Et donc les Red Devils, les Diables Rouges. Les Diables Rouges de Manchester United se sont imposés le lendemain, lundi, 3-0 face à Stoke City. Début d'abord Antonio Valencia,
puis du français Anthony Martial, et puis d'un revenant, j'ai envie de dire, Romelu Lukaku qui n'avait plus marqué depuis un bon moment. Et rappelons que dans ce match, Paul Pogba a été double passeur décisif. Une autre formation également qui, pour qui ça ne va pas, c'est Arsenal battu en déplacement sur la pelouse de Bournemouth. Ah oui, c'est la crise. C'est la crise chez les Gunners, chez Tonton Wenger, qui est accablé par les problèmes de transfert du Chilien. Alexis Sanchez. On a vu qu'il a même perdu Chamberlain. Il y a même Özil qui serait sur le départ. Tout cela n'a pas arrangé l'équipe londonienne qui s'est inclinée en déplacement face à Bournemouth, 2-1. L'autre équipe pour qui ça ne va pas, c'est Chelsea. On a suivi ce match-là où Leicester a sérieusement bousculé les Blues. Même si Leicester a fini à 10, les Blues n'ont pas pu marquer ne serait-ce qu'un seul but. Eh bien, nul et vierge, 0 but partout. Crystal Palace a fait une très belle opération à domicile face à Burnley, 1-0. Crystal Palace n'est plus... Et qui a marqué Crystal Palace. Oui. Ah ouais, vous ne vous rappelez pas de lui? Non. Bakary Sako. Ah, Sako. Bakary Sako. L'ancien du Paris Saint-Germain. Pas Mamadou Sako. Bakary Sako. Ah, il est différent de Mamadou Sako. Oui, Mamadou. Mais ce ne sont pas des frères. Les autres résultats. Ah oui, c'est bien sûr. Ils sont Sako, voilà. Les autres résultats. Huddersfield qui coule à domicile face au Hammers. West Ham est allé dicter d'une façon sévère sa loi à Huddersfield, 4-1. On peut également s'intéresser au nul, 1 but partout entre Newcastle et Swansea. À noter la lourde victoire de Tottenham avec son prince. Ah oui. Il semble qu'il a importance pour le Real Madrid. Ah, vous savez, le Real, tous les joueurs sont en importance pour là. 4-0 pour Tottenham devant Everton. C'était sévère devant Everton. Et au classement? Au classement, on a tous les gros du championnat. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal. C'est le retour de Big Five? Du Big 6 même, on a envie de dire. Puisque ça fait 6 équipes seulement. Il faut savoir qu'Arsenal est complètement largué. 39 points. 62 points pour Manchester City à 12 de Manchester United. On peut également noter la belle 8e place de Leicester. Avec, c'est une belle remontée. Oui, une belle remontée avec le français Claude Puel. Huddersfield, 14e place, attention, aux hommes de Steve Mounier. Et puis, les 3 dernières équipes du championnat, Stoke City, 20 points, West Bromwich Albion, 19, et puis Swansea de Jordan Ayew, qui ferme la marche. Les meilleurs buteurs. Absolument. Harry Kane, seul au monde. 20 il est buts. sur son trône. Ah oui, il est sur une autre planète, lui. 20 buts en 22 matchs. Mohamed Salah, c'est pas mal non plus. L'Égyptien a 18 buts dans son compteur. Raheem Sterling, 14 buts. Sergio Aguero, souvent blessé, pourtant 13 buts. Et puis Romelu Lukaku, le Belge, 11 buts en 22 matchs. Et la 24e journée nous propose quoi, Armel Waba? Elle débute le samedi. On va faire une pause ce vendredi-là. Je ne serai pas en Angleterre. Samedi, il y aura Arsenal Crystal Palace, un derby londonien, il faut le noter. Leicester va s'opposer à Watford, Manchester City pour se relancer. Attention, en plus souvent, il ne faut pas perdre un deuxième match. Ce sera face à Newcastle United. Dimanche, un match, Southampton-Tottenham. Et le lundi, on ferme cette 24e journée avec le choc. Si, c'est un choc entre Swansea et Liverpool. Ah oui, on attend de voir. En tout cas, le choc des estrades. Ah oui, mais on va poser une question avant de vous laisser partir. On va s'intéresser. C'est vrai, je quitte l'émission. Ah oui, c'est une belle question, mais c'est moi qui pose des questions. N'oubliez pas ça. Est-ce que Alexis Sanchez va rejoindre Manchester United? Oui, vraisemblablement oui. D'abord parce que le Chilien a plutôt des gènes de gagnants. On sait qu'Arsenal, ce n'est pas une équipe de gagnants pour le moment, donc il va partir. Et ensuite, le montant mis par Manchester United, ça fait froid dans le dos. On sait que Tonton Wenger et ses collaborateurs aiment le magot. Ah oui. Non, je pense qu'il est très proche de Manchester United et tout est pratiquement fait. Il semble qu'on lui réserve d'ailleurs le numéro 7. Voilà. Et puis il sera le 7 à United, c'est les légendes. C'est des légendes quand David on a Beckham, Cristiano Ronaldo et puis Beckham. Donc il sera d'ailleurs le joueur le mieux payé avec un salaire de près de 400 000 euros par semaine. Donc le Chilien n'est pas véritablement lâché. Il va pouvoir se faire des jours heureux là-bas à Manchester United. Maintenant reste
triste de le voir sur le terrain parce que dans l'attaque, c'est plein. On a le Français. Ils sont nombreux. Anthony Martial, Rashford, Lukaku, Lingard. Donc, ils sont pleins. Sans oublier Zlatan. Voilà, et comme on le dit, Mkhitaryan va faire le chemin inverse. Ah, d'accord. Donc, je pense que c'est pratiquement fait parce que vous savez qu'il est en fin de contrat en juin. Donc, il vaut mieux prendre de l'argent tout de suite et le laisser partir. Plutôt que de laisser partir. Voilà. Tu dirais un mot sur le cas Sanchez? Non, c'est bien, c'est très bien pour le joueur parce que c'est une évolution, une progression encore une fois. Après le Barça, Arsenal, United, on sait que Arsenal en première ligue, c'est pas cette équipe-là qui veut chercher à gagner coûte que coûte des trophées. Or, avec Manchester United, on sait que l'équipe a une ambition et cette ambition convient véritablement à celle de Sanchez qui aimerait également gagner quelque chose en Angleterre avant de partir. Ézéchiel? Oui, je pense pas. Ne va-t-il pas faire des envieux du côté de United, surtout que Franck le disait tout à l'heure, il va être le joueur le mieux payé de United. Oui, devant Pogba, Zlatan Ibrahimovic et tous les autres. On espère seulement que ça va pas pourrir le vestiaire du côté de United, parce qu'il arrive comme ça et tout de suite il est le joueur le mieux payé, alors qu'il y a d'autres qui sont là depuis, qui pensent peut-être être les mettre à jouer. Vous pensez à qui? Pogba, naturellement. Donc je pense que ça... Bon, mais on attendra de voir quand même. Mais c'est un joueur qui peut beaucoup apporter à Manchester United. Oui. S'il arrive et il met but sur but, d'accord, ça va faire taire les critiques. Exactement. Mais si ce n'est pas le cas, alors là, ça va commencer par jaser. Ah, oui. Donc on espère pour lui qu'il sera très efficace. Vivement. Bonne chance à Alexis Sanchez. Fini pour la première ligue anglaise. On va aller dans le pays où, quand ça ne va pas, on sort les mouchoirs blancs. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la crecida de Casemiro, gana la primera, gol. Et direction le Santiago Bernabéu, l'antre du Real Madrid. La dernière fois, la Casablanca était en match officiel face à Villarreal. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, vous l'avez compris, c'était un match certes très ouvert. Le Real a eu beaucoup d'occasions dans cette partie, mais Roméo, ça n'a pas été au bout. On dirait que les joueurs du Real Madrid seraient maudits parce qu'ils ont tout donné dans cette rencontre. Et en face, l'équipe également n'a pas cédé face aux pressions donc, du Real Madrid. Je pense que les Madrilènes ont besoin... je sais pas, d'un psychologue qui pourrait tenir un autre discours parce que l'équipe a envie de gagner. Quand on voit l'équipe jouer, c'est une équipe qui se donne à fond, mais à la fin, le résultat est toujours mitigé pour le Real Madrid. Même en coupe, c'est vrai, on a tourné un peu l'effectif, mais c'est difficilement que le Real a pu gagner les Ganes 1-0. Et là, dans cette rencontre, à la 87e minute, eh bien, le Real Madrid qui perd, et les supporters ne sont pas du tout d'accord avec la prestation de cette formation. Je crois que le Real est en train de traverser un temps vraiment difficile. Il faut comprendre les joueurs et donner un peu de temps, hein, surtout à ces joueurs de pouvoir respirer un peu, parce que la suite sera encore compliquée pour le Real Madrid à l'allure où vont les choses. Ézéchiel, le Real, le groupe n'a pas changé du tout, les joueurs sont les mêmes, mais selon vous, avec ces résultats, où se situe le réel problème des Madrilènes? Le réel problème des Madrilènes, je pense d'abord qu'au niveau du physique, il y a quelque chose qui ne va pas parce que le Real est plus efficace en première période, ce qu'on a remarqué. Et les stats le disent, hein, parce que si on prenait que la première mi-temps, sur ces journées de championnat. Si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, le Real serait leader de ce championnat si on ne prenait que la première mi-temps. Ça fait 19 journées déjà de jouer. Oui, sur ces 19 journées, si on ne prenait que la première mi-temps. Mais si on prend la deuxième mi-temps, on ne considère que les deuxièmes mi-temps, le Real serait 11e. Donc comprenez qu'en deuxième mi-temps, c'est une équipe moins efficace du côté du Real Madrid. Donc ça veut dire que physiquement, il y a un souci. Mais malheureusement, c'est en ce moment qu'on observe moins
de turnover au niveau de Zinedine Zidane. Alors que les saisons passées, c'est ce qui faisait sa force. Il osait faire jouer les jeunes loups qui ont faim et donc qui apportaient beaucoup à cette équipe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que Zidane sent que ça ne va pas. Il préfère laisser sur le terrain les vieux briscards ou les joueurs plus expérimentés, mais à la fin, le résultat ne suit pas. Hier, par exemple, en Coupe du Roi, qui a sauvé le Real? C'est encore un de ces jeunes-là, Marco Asensio. Donc, je pense que Zidane devrait faire plus confiance à cette jeunesse du Real Madrid. Au niveau de l'attaque également, ça ne marche pas du tout. Parce que pour le Real actuellement, ça fait un but tous les 10 tirs. Donc s'il faut tirer à 10 reprises avant de marquer un but, on se demande bien comment le Real peut être leader de ce championnat. Donc naturellement, ça ne va pas. Et Benzema, qui est le seul attaquant aujourd'hui au Real Madrid, n'a même pas de doublure. Morata, qui était là la saison dernière, qui en sortie de banc, avait marqué 15 buts. On l'a vendu à la fin de la saison, on l'a laissé partir. Aujourd'hui, il n'y a que Benzema qui est de plus en plus, je ne sais pas, moins performant, transparent, moins performant, transparent de toutes parts, mais il est toujours là. Zidane lui fait confiance. Des fois, à la place de Benzema, vous le voyez Benzema sur le banc à chaque match du Real Madrid? Oui, mais ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, je pense que, ou bien même ne serait-ce qu'avoir un autre joueur, un autre attaquant pour instaurer une concurrence saine, ça permettrait peut-être à Benzema de se donner encore plus ou de commencer par marquer des buts, ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que Zidane forcément doit penser à cela. Franck Ndouyama, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale et d'autres joueurs sont-ils suffisamment, on peut dire, rassasiés déjà, ou le problème il est beaucoup plus mental, comme l'a dit entre-temps Roméo Yetor? C'est tout ça. Le problème, il est mental. Lorsque vous gagnez tout la saison dernière et que la saison qui suit, vous êtes en panne, psychologiquement, mentalement, ça ne réussit pas. Et puis physiquement, vous savez que c'est un Italien qui prépare cette équipe et c'est un homme réputé dur. Et ce que le Real a fait la saison dernière pour être en forme à tous les niveaux, ça a été une préparation excessive. Et je crois que derrière, les joueurs sont en train de payer maintenant. Oui. Donc, je voudrais dire également que Zinedine Zidane, aujourd'hui, peut-être s'embrouille un tout petit peu parce que les résultats ne suivent pas. Est-ce qu'il se demande, est-ce qu'il faut toujours continuer avec les anciens? Est-ce qu'il faut faire un turnover? Est-ce qu'il faut appeler les Est-il encore en train de perdre beaucoup de cheveux? Bon, ça j'en sais rien, mais les résultats montrent parfaitement que c'est un entraîneur qui est en train de traverser la tempête, l'orage. Il souffre forcément, même si devant les médias il dit nous sommes dans un bateau, personne ne va sauter, si on doit chavirer, on chavire ensemble. C'est un message à l'endroit de ces joueurs pour garder cette union par rapport à ce qui se passe, parce que quand il y a des unions aujourd'hui, ça va être plus dangereux. Donc, il ne veut pas aussi recruter parce que, regardez, au mercato hivernal, quel est le joueur disponible de très haut niveau? Là est la question. Que le Real peut aller chercher maintenant? Non. Alexis Sanchez. Bon. Je crois que le Real veut attendre le mercato estival pour faire du lourd. C'est ce que réserve Zinedine Zidane. En tout cas, on voit justement que c'est une équipe qui souffre en silence et espère revenir. Lorsque vous analysez un peu les messages, les réactions de Zidane, il espère toujours, mais les résultats ne suivent pas. Il n'y a plus la confiance. Quand on a un Ronaldo qui n'est pas bien du tout, on a un Benzema qui n'est pas bien, on a Marcelo. Modric, Toni Kroos, voilà, Marcelo qui constitue quand même, on va dire, un atout offensif. Un atout offensif n'est pas bien. Tous ces joueurs ont connu de petites blessures cette saison. Et là, physiquement, ils sont diminués. Dans leurs prestations, ils sont diminués. Donc, le Real aujourd'hui, je crois qu'il faut véritablement reparler avec le groupe, refaire confiance à ces jeunes-là quand même. Il y a Asensio, il y a Vasquez, il y a Mayoral qui ont apporté beaucoup de choses, mais je ne sais pas pourquoi Zidane est réticent à les lancer. Va-t-il mourir avec ses idées? Bon, on verra bien. C'est quelqu'un qui s'accroche à ses idées. En écoutant le live, juste après Arbel, en écoutant le live tout à l'heure, il y a le nom de Cristiano Ronaldo qui revenait. Comment l'avez-vous compris? On l'aurait cru qu'il a signé un triplé ou quadruplé, mais ce ne sont que ces occasions ratées. Donc c'est aussi ça le problème du Real en ce moment. Cristiano Ronaldo qui n'est pas efficace, alors que c'est lui qui porte à bout de bras cette équipe du Real Madrid. Donc Cristiano
est à l'image de toute l'équipe du Real. Le capitaine n'est pas bien et toute l'équipe également est en méforme. Armel Ouaba, une question, beaucoup d'observateurs disent comme quoi Zinedine Zidane, son aura ne plane plus sur l'équipe. Ah oui, je pense que son étoile surtout, de joueurs qu'il a accompagnés, est passée. Maintenant, il va falloir vivre les réalités. Je me souviens des paroles d'Ezekiel Ayatayi en début de saison qui disait que c'est maintenant, c'est cette saison qu'on doit voir un vrai Real, qu'il va falloir montrer qu'on est fort. Vous savez, Zidane nous fait du Bielsa et moi, je suis remonté contre lui. Franck l'aime beaucoup, apparemment. Franck est très gentil avec lui. Quand Franck dit que quel est le grand joueur disponible actuellement, on en a proposé à Zidane. On lui a proposé Mauro Icardi de l'Inter. Florentino Pérez s'est mis sur cette piste, sur la piste également de l'anglais Harry Kane, mais Zidane s'entête à faire avec... Est-ce que c'est Zidane qui refuse ou ce sont les clauses libératoires qui sont un peu trop? Non, il n'y a pas de clause libératoire. Mais dans les ambitions de Florentino, est-ce qu'il a jamais cité ces joueurs? Bien sûr. Il pense plutôt à Lewandowski, il pense à Neymar justement. déjà. Et voilà, c'est ça qui crée d'ailleurs... de réfifier entre les deux hommes. Oui. C'est ce que moi je pense. Armel? En tout cas, on lui a proposé des joueurs qu'il refuse de prendre. Maintenant, je pense que le Real à un moment est fatigué. La fatigue, elle est passée par là. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Il faut injecter un sang nouveau dans cette formation. Soit avec des jeunes... Pour l'instant, le sang nouveau n'est pas disponible, c'est ça? Le sang nouveau, il est là. D'abord avec les jeunes qui hésitent à lancé et également avec les propositions qui lui sont faites, qu'il refuse également. Je veux bien accepter le fait que vous savez, une femme, ça souffre avec vous autant dans le meilleur que dans le pire, mais Zidane doit savoir que le football est différent d'un mariage. En Catalogne, on ferme la parenthèse du Real. Oui, rapidement. Zidane, il connaît bien la Maison Blanche, il connaît bien le Real. Et c'est... Il a prolongé, il faut le rappeler. Oui, mais quand c'est Florentino Pérez qui vous propose des joueurs... il faut faire attention. Voilà. Parce que les joueurs de Florentino Pérez ne restent pas sur le banc. Absolument. Et il le sait très bien. C'est justement pour ça qu'il refuse de faire venir... Un bras de fer, Zidane et Florentino Pérez. Oui, qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom. Ne serait-ce que Mauro Icardi, il mérite mieux de remplacer Benzema. Merci pour le cas Real Madrid. On va s'intéresser au Barça. Pour qui tout va très bien en Liga espagnole. Oui, tout va très bien pour le Barça et même ce mythe d'invincibilité de la Real Sociedad est tombé. Certes, la Real Sociedad a fait douter les Catalans pendant longtemps, mais à l'arrivée, c'est le Barça qui s'impose 4-2 avec des réalisations de Paulinho, Suarez qui a mis un doublé et puis Lionel Messi qui a clôturé ce festival de buts à la 85e minute. Je pense que le Barça maintenant a retrouvé une équipe assez intéressante, même si l'équipe ne fait pas trop de bruit. C'est une équipe très réaliste qui arrive à convaincre les supporters aussi, surtout ceux qui sont fans de cette équipe du FC Barcelone. Franck Luyama, en début de saison, on a parlé de ce Barça orphelin de Neymar, mais aujourd'hui, cette équipe avance très très bien. Je crois qu'on l'a oublié, même si c'est un excellent joueur qui a apporté beaucoup de choses au Football Club Barcelone. Aujourd'hui, le club progresse bien. Valverde fait, on va dire, une très bonne saison avec son équipe. Lorsque vous regardez le club jouer, je pense que dans tous les compartiments, on est fort, on est solide, surtout en défense. Et je pense qu'aujourd'hui, le Football Club Barcelone va vers le titre et personne, à mon avis, ne peut l'arrêter. Donc, tout le monde joue bien. On a oublié cette histoire de Neymar depuis. Voilà. Donc, malheureusement pour eux, c'est que Dembélé se blesse encore pour 4 semaines. Aïe, aïe, aïe. C'est malheureux pour ce joueur assez talentueux. On a l'impression qu'il est devenu un Diaby. Oui, fragile physiquement, oui, c'est ce que je constate. Mais je pense que l'entraîneur aussi ne l'a pas aidé peut-être de son retour de blessure. Tout de suite, c'est précipité. On s'est précipité à le mettre dans le jeu, alors que sur sa première blessure, c'est lui qui sort pour dire mais un joueur de tel niveau ne peut pas réaliser des gestes aussi assez difficiles et dans des moments aussi. Voilà, donc je pense qu'on l'a trop forcé à revenir vite et il se blesse à nouveau. Je pense que ça va être compliqué pour lui. J'espère qu'il ne va pas rater la Coupe du Monde. Vivement. On va s'intéresser à l'Atlético Madrid également qui a gagné. L'Atlético Madrid. Bon, Ezekiel voulait placer un mot. C'est par rapport au jeu du
du Barça. C'est un jeu qui a beaucoup changé. Avant, le Barça, c'est cette équipe qui possède le ballon à 70% à la fin des 90 minutes. Mais aujourd'hui, c'est un Barça qui vous laisse des fois l'initiative du jeu. Vous jouez le Barça qui procède par contre. Et c'est Valverde qui l'a amené? Oui, c'est Valverde. Parce que souvent, c'est le 4-4-2 qui joue. Oui. Il joue aujourd'hui en 4-4-2, alors que le Barça jouait en 4-3-3 avec Neymar. Mais il a su adapter, c'est-à-dire, c'est la force de son équipe. Il a su adapter le jeu. Donc, en 4-4-2, c'est un Barça plus efficace et plus, je dirais... réaliste aussi? Plus équilibré. Plus équilibré. Parce qu'aujourd'hui, le Barça a la meilleure défense de la Liga et la meilleure attaque également. Donc, on ne peut pas critiquer le jeu du Barça aujourd'hui, alors qu'il y a encore 2 ou 3 saisons, si le Barça jouait de la sorte, je pense que les socios seraient déjà montés au créneau pour que ça change. Mais bon. Ce qui nous fait un peu rigoler, vous n'allez pas le croire, mais le deuxième dans ce championnat se nomme l'Atlético Madrid, qui a la pire attaque sur les 5 équipes classées. C'est incroyable. L'Atlético avec 28 buts, 8 buts encaissés. Mais c'est quand même incroyable. Maintenant, on retrouve le vrai Atlético Madrid. Voilà. Parce que Simeone a compris qu'il ne faut pas jouer comme des autres. Il faut garder la tradition. Ça, c'est une équipe de Simeone. Voilà, donc une défense béton. Et puis, vous avez quelques opportunités. Vous mettez un but et puis c'est terminé. Et là, Atlético a battu Eibar sur 1-0 grâce à Kevin Gamero également qui revient. Ça fait longtemps le Français n'a plus marqué. Et ça fait le bonheur des Colchoneros qui sont maintenant deuxième du Barça, même si l'écart est encore énorme entre les deux formations. Mais l'essentiel, c'est de rester sur le podium et l'Atlético Madrid le fait si bien. Robert, les autres résultats? Alors, Getafe a battu Malaga 1-0. Ah oui, Getafe se relance. Et puis le carton de la 19e journée nous vient de Gérone. 6-0 passé donc à Las Palmas, à la Lanterne Rouge. Avec Rémi également qui se retrouve dans un problème avec son entraîneur. L'entraîneur dit qu'il était en retard par rapport à un dîner lors des fêtes de fin d'année. Et puis il aurait traité le joueur de merde ou quelque chose. Il l'a complètement ignoré. Le Rémi n'a pas du tout aimé. On veut vendre maintenant le Rémi à qui? À l'Eventé, je pense. Et or, l'entraîneur dit que non, on ne peut pas vendre le Rémi à l'Eventé parce que c'est un concurrent direct pour le maintien. Au lieu de laisser le Rémi retourner donc en Ligue 1 française. C'est bien. Les intérêts sont partout. La Corogne a perdu à domicile face à Valence 1-2. Celta Vigo en déplacement a battu les 21-0. 1-0 également pour Alaves face à Séville. Espanyol, Barcelone et Athletic Bilbao 1-1. Et puis Betis Séville a battu les Ganes 3-2. Au classement, Barça garde la première place avec 51 points, 42 pour Atlético Madrid, deuxième, Valence 3e, 40. Le Real Madrid est 4e avec 32 points, un match en retard. 5e Villarreal, 31 points, 29 pour FC Séville, 6e. Getafe, belle opération pour Getafe, 9e avec 26 points. Dans le bas de classement, on a la Corogne, Malaga et puis donc Las Palmas. Au niveau des buteurs, Messi, 17 buts, Suarez, 13, Aspas, 11 réalisations. On va s'intéresser à la 20e journée qui s'ouvre ce soir. Getafe contre Athletic Bilbao. Demain samedi, on a Espanyol Barcelone contre FC Séville. Atlético Madrid joue contre Gérone. Villarreal Levante. Dimanche, Alaves Leganés. Real Madrid contre la Corogne. Betis Séville, Barça. Et puis lundi, en clôture de cette 20e journée, Eibar contre Malaga. Muchas gracias, señor Yetor. Cette fois-ci, on va en Outre-Rhin. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. La Bundesliga où le Bayern, en reprise également la dernière fois, a su prendre la mesure de cette formation du Bayer Leverkusen. Oui, 3-1 pour le club de Jupp Heynckes en déplacement sur les installations du Bayer Leverkusen. Pour vous dire tout simplement que le Bayern est en roue libre pour un autre titre en championnat allemand. Ah oui. Pour l'instant, pas d'égal pour le club bavarois là-bas en Allemagne. Werder Hoffenheim, 1 but partout. Stuttgart qui a dominé Hertha Berlin. 1-0, le même score pour Augsbourg devant Hambourg. Francfort-Fribourg, on fait jeu égal 1 partout. Hanovre-Mayence, Hanovre qui gagne 3-2. Mayence avec un triplé du jeune allemand Niklas
Füllkrug. Ah oui, retenez bien son nom. Oui, c'est un jeune de 24 ans, 1m89, qui pèse beaucoup sur les défenses. Il va très vite. Pour l'instant, Joachim Löw ne lui a pas encore fait signe, mais il a déjà joué au niveau des jeunes. Des jeunes, justement. Voilà, donc c'est un attaquant assez intéressant. Leipzig domine Schalke 04 3-1. Cologne 2, Mönchengladbach 1, Dortmund, Wolfsburg 0-0. À l'issue de cette 18e journée, on note 22 buts, soit une moyenne de 4 buts par match, 6 victoires, 1 à l'extérieur, 2 matchs nuls. Et puis, au niveau du classement, on aura le Bayern naturellement en tête avec 44 points. Deuxième Leipzig, 31 points. Vous voyez un peu l'écart, 13 points entre les deux. Schalke, troisième, 30 points. Dortmund, quatrième, 29 points. Cinquième, Bayer Leverkusen, 28 points. Au bas de tableau, on retrouve à la 14e position Fribourg, 20 points. Mayence, 15e, 17 points. Werder Brême, 16 points. 16e, 17e Hambourg, 15 points. FC Cologne, 18e, 9 petits points. Au niveau des buteurs, Robert Lewandowski est en tête avec 15 buts marqués. Deuxième, Pierre-Emerick Aubameyang, peut-être il va rester là, 13 buts. Troisième, Alfred Finnbogason de Wolfsburg, 11 buts. La meilleure attaque est pour le Bayern, 40 buts. La meilleure défense également pour les Bavarois, 12 buts seulement encaissés. Donc on dira que c'est pratiquement fait pour Pierre-Emerick Aubameyang. Il n'est même pas dans le groupe qui joue ce soir contre le Hertha. Parlons-en, Franck Ounyama, vous qui connaissez bien ce championnat, qu'est-ce qui se passe encore une fois entre Aubameyang et la maison des Borussen? Je pense que le joueur en a marre de jouer avec ce club. Il multiplie... je crois, les erreurs, il fait des choses pour faire réagir le club, pour leur mettre la pression. Et même l'ancien défenseur du club, Jürgen Köhler, a réagi et en disant s'il est devenu aujourd'hui un attaquant de classe internationale, c'est grâce au Borussia Dortmund. Donc vous voyez un peu que ça ne va plus, l'ambiance n'est plus bonne pour que l'international gabonais reste. On a parlé même de racisme à son endroit, donc je pense que c'est très difficile pour lui désormais et si tout va bien, je crois qu'il doit quitter pour Arsenal et on parle de 70 millions d'euros de transfert et je pense que le Gabonais devrait, sauf catastrophe, partir cet hiver. Il n'a plus sa tête au Borussia Dortmund. Armel, vous le voyez bien à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang? S'il veut remporter des trophées, non. Je le vois partout sauf à Arsenal. Chez Arsenal, ce n'est pas la priorité, les trophées. Maintenant, aller à Arsenal pour remplacer qui? On sait que récemment, Arsenal s'est offert Alexandre Lacazette, justement pour marquer des buts. Ça veut dire que déjà, il y aurait un embouteillage. Je ne vois pas le Gabonais sur le banc parce que Alexandre Lacazette, lui, serait titulaire. Non, Ezekiel, non. On a recruté Lacazette pour marquer des buts. Est-ce qu'il en marque? C'est aussi une question. Le souci aussi, c'est que pour moi, Arsenal, c'est un club qui vous recrute, mais qui peut également très vite vous oublier. On a pris Olivier Giroud, on sait comment on le remercie généralement. Aujourd'hui, donc pour moi, ce n'est pas un bon choix. On parle même du chemin inverse pour le Français. Giroud au niveau de Dortmund, ça se faire. Et puis le problème de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un peu une déception aussi, parce que le joueur a été plusieurs fois annoncé dans les grands clubs, il n'est jamais parti, et il est là, et on l'annonce ici, en fait, ce n'est pas visiblement la réussite, et son père, je ne sais pas comment il négocie. Ne fait-il pas aussi de trop quand on a par exemple comme agent son papa ou sa maman? On protège les intérêts, n'est-ce pas? Oui, mais dans tous les cas, c'est des intérêts. Lorsque vous voyez les agents des autres joueurs également, ils mettent leur intérêt devant. Oui, moi je pense que quand on a comme agent son papa, ça reste à la maison, ça reste en famille. Mais pour les autres
un agent peut vous embrouiller, peut vous amener sur une mauvaise piste. Ah oui. Parce que là, on a parlé de Chine, mais son papa a dit non. Justement. Pour l'instant, le joueur a 28 ans. Il a encore beaucoup de choses à prouver. C'est pas le cas de Bakambu qui est parti là. Non, donc on a envie quand même de rester au plus haut niveau. Même le Paris Saint-Germain s'est prononcé, mais ça n'a pas réussi. Donc je pense que finalement le joueur veut aller jouer ailleurs. Autre que le Borussia Dortmund. Et rappelons que Aubameyang n'a pas été sacré champion du côté de l'Allemagne. Il a été vice-champion avec le Borussia en 2014 et en 2016. Malheureusement. Il lui manque ce titre de trophée au niveau de sa belle carrière. Et la nouvelle journée. Allez-y. Aujourd'hui, la 19e, ça commence ce soir avec ce match entre Hertha Berlin et Borussia Dortmund. Demain, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Mayence Stuttgart, Wolfsburg Francfort, Mönchengladbach Augsbourg, Fribourg Leipzig, Hambourg Cologne. Et le dimanche, le Bayer va jouer contre le Werder Brême et puis Schalke 04 face au Togolais Illas Bebou à Hanovre 96. Ah, ça serait intéressant. Vivement également qu'ils reprennent, on peut dire, de l'allant parce qu'en début de saison, ils marquaient but sur but. Ouais. Mais ces derniers temps, c'est un peu, on peut dire, la machine un peu rouillée du côté de Illas. Oui, mais reconnaissons quand même que son premier rôle, c'est pas de marquer. Ah oui, ça c'est vrai. Peut-être de donner des passes décisives et d'aérer le jeu d'Hanovre 96. Ah oui, marquer c'est un bonus. Oui. Filez donc Renaud Yamar, cette fois-ci on file du côté. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Nous parlons de la Serie A italienne au 21e chapitre. Oui, en Italie, il n'y a pas eu de but, puisqu'il n'y a pas eu de championnat. donc cette semaine, ce week-end, ce dimanche, ce sera la 21e journée. L'Atalanta Bergame qui reçoit le leader, le Napoli. La Lazio a rendez-vous avec le Chievo, le 4e contre le 13e. Donc match pas vraiment équilibré. Sampdoria Fiorentina. L'Inter sera face à la Roma. Le gros choc de cette 21e journée. L'Inter qui ne va pas fort. L'Inter qui a perdu, disons, 9 points en 4 journées. Ça veut dire que ça ne va pas fort. L'Inter qui est aujourd'hui à 8 points de la deuxième place de la Juve. L'Inter quand même 3e de ce podium. Donc c'est l'occasion pour les Nerazzurri de se relancer dans ce championnat. Mais face au Napoli, le leader, ça va pas être du gâteau. Face à la Roma. Face à la Roma, pardon. Qui n'est pas aussi en bonne forme, mais seulement à 3 points de l'Inter. Donc en cas de victoire, la Roma reviendrait à hauteur de l'Inter Milan. Donc peut-être sur le podium. Donc vous comprenez, c'est un gros duel qui a beaucoup d'intérêt pour les deux équipes. C'est un match à enjeu tout simplement, on dira. Donc c'est le match à suivre ce week-end en Italie. On parlera également du déplacement de l'autre club du Milan, l'AC Milan qui se rend donc à Cagliari. Sassuolo reçoit le Torino. Udinese Spal, Bologne Benevento, puis le Hellas Vérone accueille Crotone. En clôture de cette 21e journée, le lundi, la Juve, deuxième de ce classement, reçoit Genoa. Donc on rappelle rapidement le classement. Avant cette 21e journée, le Napoli est toujours en tête avec 51 points. À une longueur, on a la Juve, 50, et l'Inter qui complète le podium avec 42 unités. La Lazio au pied du podium à 40 points, 39 points pour la Roma. La Samp est 6e avec 30 points, 30 points également pour l'Atalanta. La Fiorentina, 28 points, qui est classé 8e, et 28 points également pour le Milan AC, 11e. Donc en milieu de tableau, c'est un peu serré. Premier non relégable, Spal, 15 points. 15 points également pour le premier relégable, Crotone, 19e, et Hellas Vérone, 13 points. Et puis bon dernier, naturellement, Benevento, 7 petits points. La meilleure attaque reste la Juve, avec 49 buts marqués en 20 journées. Et puis la meilleure défense, le Napoli, qui n'a encaissé que 13 buts en 20 journées. Au classement des buteurs, Tiro Immobile reste en tête avec 20 buts marqués. Deuxième, Mauro Icardi, 18 buts. Et puis Paulo Dybala, 14 buts marqués en 20 journées. Nous avions appris que le Napoli s'intéresse à Lucas Moura du Paris Saint-Germain. Qu'en est-il? Oui, paraît-il que le Napoli est en discussion avec le Paris Saint-Germain
pour signer Lucas Moura. Lucas Moura, bon, on sait que le Paris Saint-Germain en ce moment veut quand même dégraisser, veut laisser partir certains joueurs pour équilibrer la balance financière, parce que il y a le fair play financier qui est là, donc il faut rapidement équilibrer les choses. Donc, est-il déjà mort, Moura? Bon, c'est annoncé, parce comme le dit son nom. Il finira du côté du parc. Il finira pas mourir. C'est un flop, ce joueur. C'est un flop. Il a été acheté à plus de 40 millions d'euros, alors que personne ne le connaissait. Et on se rappelle comment on a eu des mots dithyrambiques à l'endroit du joueur. C'est le nouveau Ronaldinho. Je pense que l'Inter doit se méfier également, ou le Napoli, puisque Manchester United de José Mourinho est aussi sur le coup. Mais Lucas Moura, je pense que ce serait un bon pion. Oui, c'est un joueur. Quoi qu'on dise, c'est un joueur qui a du potentiel, c'est un joueur très incisif, mais au niveau du PSG, malheureusement, on ne lui a pas donné toutes les chances de s'exprimer, parce qu'il y a quand même de l'embouteillage, il y a trop de joueurs talentueux au niveau du PSG. Ça veut dire que lui n'est pas talentueux. Non, mais justement, on ne peut pas faire jouer. Donc, ça veut dire que oui, mais là, ça veut dire que Di Maria n'est pas talentueux. J'adore te taquiner, c'est tout. Oui, mais en d'autres mots, parce que Di Maria aujourd'hui n'a pas aussi un réel temps de jeu au PSG. De toutes les façons, on ne peut faire jouer que 11 joueurs et les autres sur le banc. Donc voilà, ils en font les frais. Ils ont créé Paris Saint-Germain Rugby Club aussi. Pourquoi pas ça? Pour l'instant, il y a un embouteillage. Ils ont l'argent, ils ont fait venir beaucoup. Oui, il y a les Pastore, les Di Maria et les Lucas Moura. Lo Celso également. Ils sont nombreux. Ben Arfa gagne toujours dans le groupe. Guedes, c'est un joueur du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est lui qui fait les beaux jours de Valence. Donc comprenez que problème de riche. Il y a trop de viande dans cette sauce et malheureusement, pour une fois, trop de viande gâte la sauce. C'est clair. Gratimine et Ezekiel Ayataï, oui. Vous tendez si bien la perche, on va de l'autre côté. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien. 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous restons dans le sillon du club de la capitale. Nous parlons du Paris Saint-Germain. Roméo Yétor, la dernière fois, c'était quoi? Paris Saint-Germain, Dijon-T. Ça fait le score 8 buts à 0. C'est lourd comme score. Mais c'est ça aussi la force du Paris Saint-Germain. Marquer beaucoup de buts. On a vu les attaquants du Paris Saint-Germain. On a vu Di Maria, Edison Cavani, Neymar, Mbappé. C'est joli à voir, c'est du spectacle. On s'est bien régalé. Vous vous êtes fait plaisir. C'était pas joli pour les Dijonnais. Allez-y, Roméo. Mais la fausse note dans cette rencontre, c'est ce comportement de Neymar qui a refusé donc à Edison Cavani de faire vous, tomber. En tant que joueur, Roméo Yétor, comment est-ce que vous l'aviez ressenti? Je déplore le comportement de Neymar, mais par la suite, je donne raison à Neymar. Oui, moi je donne raison à Neymar. Parce qu'un club, c'est une institution, c'est un ensemble, quoi. On a le club, on a l'histoire du club, on a les supporters, on a les anciens, on a les nouveaux. À l'arrivée donc de Neymar, il faut voir tout le boucan que le Paris Saint-Germain a fait, tout le boucan des médias français. On a mis Neymar au-dessus donc du Paris Saint-Germain. Ça a été le cas lorsque Zlatan Ibrahimovic est arrivé au parc. Zlatan ne considérait même pas les dirigeants, ne considérait même pas le club, ni les supporters. Il ne pense qu'à sa personne. Et c'est ce que fait Neymar aujourd'hui. Je crois que Neymar a appris beaucoup de choses parce qu'il lui aussi veut se faire un nom. Mais à mon avis, il pouvait laisser ce but-là à Cavani pour battre le record de Zlatan. Peut-être le faire durer un peu le suspense. Le problème aujourd'hui, on a donné beaucoup plus de considération à Neymar. Il est aujourd'hui, je vais dire, le chouchou. Partout où il passe, c'est Neymar, quoi. Or, il y a les autres aussi. Ce n'est pas lui seul qui joue sur le terrain. Il y a les autres. Il pouvait penser aux autres également et penser aux supporters. Parce que battre le record de Zlatan Ibrahimovic, ça ferait du bien aux supporters également, à son partenaire. Mais voilà, il a refusé, il a mis le 4e but. Et puis après 3 points de suspension. Neymar, Cavani, Neymar. On a l'impression que c'est un couple, pour l'instant, ne s'entend pas.
Moi, je pense qu'ils font un peu, on va dire, ce qu'on appelle de l'hypocrisie sur le terrain. À l'intérieur même, les deux hommes, c'est la concurrence qui s'installe, qui s'est installée depuis. Et ça, la faute, à Unai Emery, qui n'a pas su trancher cette histoire de coup franc, de pénalty, qui va le tirer ou pas. Moi, je pense que Neymar a été trop égoïste sur le coup. C'est un grand joueur, d'accord, mais sur ce coup, il a montré qu'il était petit. Il a montré qu'il était petit parce que, mais Cavani, quand même un but pour battre le record. 156 buts. Ibrahimovic, il n'avait qu'à laisser le ballon. Je pense qu'il y a, on va dire, un complot des Brésiliens contre l'Uruguayen. Lorsque vous voyez un peu Dani Alves qui s'est interposé en retirant le ballon, en donnant Neymar, en début de saison. Voilà, le capitaine Thiago Silva qui protège son compatriote, son frère, et après il va pleurer, après il va dire que les autres doivent réfléchir. Moi, je pense que ce n'est pas bien pour des joueurs de très haut niveau. Neymar, sur ce coup, est devenu très petit devant moi. Et c'est quel votre avis? Oui, mais ça fait un peu enfant gâté. C'est clair, parce que... Neymar a été sifflé, il faut le rappeler, par une partie du public. Il a été sifflé par une partie du public, et à la fin de ce match, ça a été une mini-guerre sur les réseaux sociaux entre supporters du Paris Saint-Germain. Il y en a qui trouvent que Neymar ne devrait pas tirer ce penalty, et d'autres qui trouvent que ce n'est qu'un fait de jeu. Mais moi, je pense quand même que Neymar devrait laisser ce penalty à Edinson Cavani, puisqu'il a déjà marqué 3 buts dans ce match. Et ce qui est en plus énervant, c'est qu'à la fin, c'est Neymar qui s'est montré énervé, qui refusait même de prendre le ballon du match. Voilà, donc ça fait enfant gâté. C'est au sein d'un club, je pense que c'est toujours décidé avant les matchs qui tire les pénaltys, qui tire les coups francs. Et lorsqu'il y avait eu ce problème entre Neymar et Cavani en début de saison, Unai Emery était monté au créneau pour dire les pénaltys ce sera Neymar et Cavani et les coups francs Neymar, un truc comme ça. C'est Neymar qui joue les pénaltys. Mais à la fin, c'est Neymar qui tire les pénaltys. Donc ça veut dire que les mots de Unai Emery même ne pèsent pas au sein de cette équipe. Là, c'est regrettable. Ça veut dire qu'il n'a pas la même mise sur son vestiaire. Neymar, il était au FC Barcelone, où Messi était le grand maître, le grand Manitou, mais Messi lui laissait tirer des pénaltys. Messi donnait des pénaltys également à Luis Suarez. Oui, Messi laissait des pénaltys à Luis Suarez et à Neymar. Donc je pense qu'il pouvait faire autant au niveau du PSG, ce qu'il n'a pas su faire. Et c'est quand même regrettable, et ça montre que ce n'est même pas un capitaine, ce n'est pas un meneur d'homme. Ezekiel a lâché tout à l'heure le mot. On parle de fait de jeu, que ce n'est pas si important. Est-ce que vous pensez que ce genre d'action-là ne peut pas plomber, on peut dire, l'ambiance dans un club? Bien au contraire, ça plombe l'ambiance, l'atmosphère dans le club. Franck l'a relevé. Aujourd'hui, moi je pense que le Paris Saint-Germain a un vestiaire totalement divisé. On a d'un autre côté le clan Dani Alves, Neymar, le clan des Brésiliens. Et même on se rend compte que Thiago Silva, qui à un moment était plutôt pleurnichat, qui ne parlait pas. Souvenez-vous de l'affaire à Amiens où Cavani était en retard. Il a complètement livré son coéquipier à la presse. Ça veut dire qu'il y a véritablement quelque chose qui ne va pas dans ce vestiaire-là, et la faute donc à ce Qatar-là qui, comme l'a dit aussi Roméo, a donné trop d'importance à Neymar, comme pour nous faire croire que le joueur était beaucoup plus lourd que l'institution. On sent que cette institution-là, elle est jeune, elle n'a pas encore d'expérience pour gérer ces cas-là. Et nous rappelons tout simplement qu'à l'heure où nous parlons, le Paris Saint-Germain est seul leader de ce championnat. Mais bon, avec quand même, en marquant, 11 points d'avance sur Lyon. Mais vous avez remarqué, on n'a pas parlé de Dijon. On va en parler. On va en parler. Dijon, voilà. Oui, mais en marquant quand même ces 4 buts là. Parlons d'eux. En marquant ces 4 buts, Neymar est entré dans l'histoire, en devenant le premier joueur à être impliqué sur 6 buts dans un seul match en Ligue 1. Et c'est ce qu'il veut, les records à lui. Pour l'instant, il est bien dans sa peau. Oui, l'égoïsme en lettres majuscules, tout simplement. Et certains médias lui donnent 10 sur 10 dans ce match. C'est quand même incroyable. Et les autres? Bon. moi, je lui donne moins 9. Nous parlons certes de Dijon, juste un mot. C'est une équipe qui a pris 8 buts, mais elle est quand même classée 11e. On peut dire que le maintien, bon. Attention. Aujourd'hui, on a Bordeaux qui coule.
Bordeaux avait perdu le départ du problème des Girondins. C'était face au Paris Saint-Germain où ils avaient coulé avec un gros score concédé. Donc ce genre de défaite, ça tue complètement le moral des fois. Quand vous voyez les joueurs qui vous disent à la mi-temps, on s'est dit on va revenir plus fort. Et là, revenir plus fort, c'est prendre 6 buts. C'est prendre 6 buts. Ça ne laisse pas indifférent. Ça laisse des traces au niveau de la psychologie. C'est contre Paris Saint-Germain, donc on n'y peut rien. Voilà. Et Marseille qui brille, Marseille qui est en forme, Marseille qui est actuel 3e de ce championnat. Et la dernière fois, les Marseillais ont gagné 2-0 face à Strasbourg grâce à Clinton Djie et puis Dimitri Payet qui a fait un joujou devant le gardien. Oui. Qui s'est blessé. Hein. Ouais, le gardien s'est blessé sur le coup. C'est quand même incroyable. Il a voulu suivre le mouvement. Oui. Et voilà. Il s'est fait bouger les 2 pieds au même moment. Donc, c'est bon pour Marseille, n'est-ce pas, Roméo? C'est bon pour Marseille parce qu'on attend Marseille cette saison par rapport au recrutement, par rapport à Garcia qui veut redonner vie à cette formation. Je crois que l'ambition du géant américain est en train de porter des fruits. Champion Project. Ah oui. Vous en savez quelque chose? Oui, j'en sais beaucoup. On va s'intéresser à Lyon également grâce à Nabil Fekir qui a gagné la dernière fois 2-0 face à Guingamp. Nabil Fekir, actuel 3e meilleur buteur de Ligue 1 française, Franck. Oui, je pense que depuis un moment, c'est un joueur qui porte correctement l'Olympique Lyonnais. Voilà pourquoi d'ailleurs il a été promu capitaine. Oui. Et il joue bien son rôle avec un pied gauche assez intéressant. Un joueur qui a beaucoup d'importance dans le jeu, dans le dispositif tactique de Bruno Genesio. Donc voilà, et lui aussi frappe à la porte de l'équipe de France. Il veut être titulaire, la Coupe du Monde arrive. Donc voilà, il veut s'imposer. Je crois que même les médias français n'ont pas compris la dernière fois pourquoi il n'a pas été titulaire. Et puis, on a fait place à Dimitri Payet qui est en train de regresser dans ses performances. Donc, je pense que le Français d'origine algérienne est en train de vouloir taper dans les yeux fortement de Didier Deschamps en vue du mondial. Du côté du Rocher, c'est Monaco qui quitte le podium, actuellement 4e. Oui, Monaco quitte le podium. Monaco qui malheureusement, des fois... a fait 2-2 face à Nice. Oui, ne brille pas, mais Monaco peut ou doit même s'estimer heureux après ce score-là, ce début partout, parce que Nice qui était nettement au-dessus dans ce match-là. Un bon Balotelli. Oui, il n'y avait en première mi-temps, il n'y avait eu qu'un seul tir cadré pour Monaco et c'était le but marqué. Et Falcao, lui, n'a eu qu'un seul tir même, pas cadré, un seul tir durant tout le match et ça a été son but en fin de match. Donc ça veut dire tout simplement qu'au niveau de l'attaque monégasque, ça n'a pas tourné du tout. L'homme du match, normalement, c'est Balotelli. Malheureusement que ces 2 buts n'ont pas pu permettre à Nice de s'imposer dans ce match. Mais on a vu une très belle équipe de Nice avec Pléa, Seri. Nice a fait un très beau match, tout le contraire de Monaco. On a senti les lignes trop écartées. On a eu du mal à se trouver dans les espaces. Ça a été un match difficile tout simplement pour Monaco qui heureusement à la fin a obtenu un match nul. Et on va s'intéresser à certains résultats. Un but partout entre Toulouse et Nantes. Angers qui bat 3-1-3. Et puis Rennes qui prend le dessus sur la formation de Lille. Désormais coaché par un certain Galtier, l'ancien de Saint-Étienne. Justement, et au classement, on a le Paris Saint-Germain, seul leader avec 56 points. Lyon suit à la 2e position, 45 points, 44 unités pour l'Olympique de Marseille. Au bas du tableau, nous retrouvons 3 avec 21 points, 20 unités pour Toulouse. Et puis, Metz de Dosevi. Mathieu ferme la marche. Malheureusement. 15 petits points. 15 petits points. Malheureusement. Seulement 4 victoires en 21 journées de championnat. Malheureusement. C'est Jocelyn Gouverneur qui part aussi. Ah oui, il a quitté Bordeaux et aussi Toulalan qui suit l'entraîneur en guise de solidarité. Il est très attaché à lui parce qu'à 35 ans, Jérémy Toulalan. Gouverneur lui a quand même donné encore une chance de pouvoir jouer. Je pense que c'est le moment peut-être d'aller en Chine ou de prendre sa retraite. C'est l'un des milieux défensifs de l'équipe de France à l'ancienne. Ah oui, c'est un joueur très exemplaire, il faut le reconnaître. Ouais. La 22e journée démarre ce soir avec Caen
qui reçoit l'Olympique de Marseille. Demain samedi, nous avons Nantes-Bordeaux, 3 Lille, Montpellier-Toulouse, Dijon qui se rend à la Méno pour y défier Strasbourg, Rennes face à Angers, Amiens-Guingamp, puis dimanche, face à face Nice, Saint-Etienne, Monaco-Metz, et puis en clôture, nous avons Lyon. L'Olympique lyonnais face au Paris Saint-Germain. Le deuxième qui reçoit le premier. Ah oui, on va suivre tout ça de près et vendredi prochain, on reviendra pour les analyses et commentaires. On se rappelle qu'à l'aller, le Paris Saint-Germain s'était imposé 2-0, mais ça a été un match très compliqué pour les Parisiens, qui étaient même dominés à la limite par l'Olympique lyonnais. Mais il y a eu même un but contre son camp ou 2 buts contre... Deux buts contre voilà, le PSG n'a pas marqué, mais le PSG avait gagné 2-0. Voilà. Vivement qu'il n'y ait pas Edinson Cavani et puis Neymar acte 3 dans ce match-là. On va remonter le générique et juste derrière, on parle du débat des spécialistes. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands entraîneurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Et nous parlons de ce fait de jeu, oui, lors du match Nantes-Paris Saint-Germain, où nous avons connu enfin qu'il y a un arbitre dans un match qui peut être également tacleur. Nous parlons de Tony Chaperon. La dernière fois dans ce match, on va remettre la scène en jeu. Il y avait un ballon dans pratiquement la défense du Paris Saint-Germain et Nantes était en attaque. Tony Chaperon était dans sa course. Également le joueur de Nantes, Diego Carlos. Et le joueur qui rencontre dans sa course Tony Chaperon, l'arbitre qui tombe, qui se relève et envoie un croche-pied à l'endroit de Diego Carlos. Et curieusement, juste derrière, on donne encore un deuxième carton jaune au joueur nantais. Expulsion, il sort, mais ce qui est cocasse, c'est quand même l'action, le geste de Tony Chaperon. Franck Lougnama, comment est-ce que vous avez compris cette action depuis quelques jours déjà? Je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris l'arbitre Tony Chaperon, qui reste quand même un arbitre controversé depuis des moments. Vous vous souvenez, il a été le seul arbitre français à une compétition internationale. Il a commis des erreurs et je crois qu'après, il a été renvoyé. C'était en 2010. Voilà, donc c'est un arbitre controversé. Et bien, vous êtes dans un match, vous courez ensemble, vous rentrez dedans, vous tombez, vous relevez, vous donnez un coup de pied. Après, il dit que c'est le réflexe, un mauvais réflexe. Je ne sais pas comment il veut justifier cette action. Moi, je n'ai rien compris, sauf que j'ai découvert qu'il y avait des arbitres tacleurs aussi qui peuvent mettre des coups aux joueurs. Et je pense que ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Cet arbitre qui a annoncé la fin de sa carrière pour la saison prochaine, peut-être que ça peut être précipité. Et il sera fixé d'ailleurs sur son sort dans 3 semaines. Tony Chaperon, moi, je n'ai pas compris. Je ne comprendrai jamais. Roméo, s'est-il senti agressé par le joueur? Je ne crois pas, parce que le joueur ne l'a pas fait délibérément. C'était dans une course. Or, l'arbitre aussi fait partie du jeu. Ce que moi, je ne comprends pas, vous envoyez une frappe, la balle va heurter l'arbitre et sort. Bon, on dit que le ballon est sorti. L'arbitre ne va pas dire qu'il va remettre le ballon en jeu. J'ai eu enfin ce plaisir de chercher un peu qui est ce Tony Chaperon. Je me suis rendu compte que c'est un monsieur vraiment qui est extraordinaire, qui est à part, quoi. C'est un arbitre exceptionnel. Il a eu son DEA de psychologie du sport, ce qui est très bien. Il officie en tant que policier, c'est bien. Il officie en tant que surveillant dans un lycée en France, c'est bien. Et ce qui est marrant, les enfants, c'est un monsieur qui a des propos agressifs. Mario Balotelli s'est plaint, Didier Deschamps également. Il va même agresser verbalement les joueurs sur le terrain. Il dit que bon, vous allez perdre, c'est Tony Chaperon. Je vais vous donner des cartons. Les cartons, c'est pour Valenciennes. Donc ce sont des propos qui ne sont pas du tout. Il a dit 2007. Pire que ça. Voilà. En 2009. C'est incroyable. C'est un monsieur, en tout cas, qui a un tempérament, il est je vais dire impulsif.
Je ne sais pas si c'est son côté joueur raté qu'il révèle parce que il a failli être joueur de football, mais déjà à 16 ans. Il était joueur. Il a failli être joueur parce qu'il n'a pas été professionnel. Voilà. Donc c'est un arbitre exceptionnel, mais c'est pas bon également pour un monsieur de 45 ans qui se comporte ainsi. Non. Ça ne fait pas honneur au corps arbitral de France et surtout que c'est un championnat très suivi également. Ezekiel, c'est vrai quand on parle des arbitres, c'est des hommes entre guillemets presque parfaits au niveau de la psychologie, de la pédagogie. Mais là, Tony Chaperon fait l'exception. Non, mais c'est clair. Un arbitre qui tacle un joueur, c'est quand même surréaliste. Mais quand à la fin, on se rend compte que c'est Tony Chaperon, ça devient normal, oui. Parce que c'est un arbitre qui a déjà dit à un joueur sur le terrain, tu la ferme ta gueule toi. Ouh là là. Donc vous voyez, il avait déjà envoyé un doigt d'honneur aux supporters de l'AC Ajaccio. Ouais. Donc il en a plein. Et durant sa carrière, ses 16 ans de carrière, il a officié 400 matchs. Et il a eu 1500 cartons jaunes dans ces 400 matchs-là. C'est incroyable. Et 120. Vous faites le ratio. Oui, c'est énorme. Il a donné plus de cartons jaunes que de matchs. 1500 cartons jaunes en 400 matchs et 120 expulsions. Comprenez que c'est un arbitre qui s'est taillé une réputation. Ça veut dire qu'il donne près de 3 cartons jaunes par match. Mais c'est quand même extraordinaire. Mais justement, parlons-en. Mais comment peut-on voir ces genres de dérives à chaque match, mais on le maintient encore à ce niveau, Franck Ndouyama? C'est ça qu'on ne comprend pas. Et la Ligue professionnelle de foot en France devrait quand même mettre à l'écart un tel arbitre qui agresse les joueurs, qui agresse les dirigeants, les entraîneurs de par ses propos. Je pense que quelqu'un comme ça ne mérite pas d'être dans le corps arbitral français. Et aujourd'hui, c'est le comble. Et quelqu'un qui va tacler un joueur, ça va faire date. Pas seulement français. Oui. Même au Togo, il n'a pas sa place. Hein, oui, mais vraiment. Ouais, puisqu'on parle de la France, quelqu'un comme ça ne devrait pas. Et beaucoup le qualifient d'ailleurs de Fantomas. Fantomas qui fait avec son crâne rasé. Donc, on va parler d'un autre aspect de ce fait de jeu. Ouais. Il faut reconnaître que le deuxième carton jaune de Diego Carlos a été annulé. Ouais. Ça aussi, c'est la bonne nouvelle, Armel. La bonne nouvelle, mais il a fallu attendre une scène surréaliste et surtout comment dirais-je, Roméo, Ezekiel, ils ont cité plein d'exemples. Je dois en ajouter un. Non, sinon il a un CV énorme. Hein. Énorme. Voilà, il est impressionnant son CV, mais dans le mauvais sens du terme. Ouais. Dans l'ère Zlatan Ibrahimovic, à l'époque d'Ibrahimovic, Ibrahimovic marque 3 buts. Donc la règle, c'est que le joueur prend le ballon. Eh bien, quand Ibrahimovic l'approche, il dit attends monsieur, je te donne le ballon quand je veux. Voilà. C'est l'arbitre qui dit. Oui. Et puis, dans le vestiaire, Ibrahimovic revient à la charge. Il lui dit maintenant, je peux avoir le ballon. Il dit tu attends, je suis le maître. Lorsqu'il y aura plus de caméras, je vais te donner le ballon. Et Ibrahimovic l'a pris l'autre. Seulement les caméras de Canal Plus et autres sont parties. Ça veut dire que c'est incroyable. Et je me demande. C'est un bon acteur. Voilà. Un tel homme, il est policier, imaginez. Ouais. Et il est aussi, Roméo l'a dit, surveillant à l'école. C'est incroyable. Ça veut dire que. Doctorat en sciences politiques. Voilà. C'est ce que je ne comprends pas. Justement. C'est un politicien. Voilà. Ça veut dire que la 3F n'a pas pris la mesure de la chose comme il le fallait dès le début. Oui. Sinon, il a vraiment boudé dans tous les terrains. En 2010, il a commis une erreur grossière en Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il a été renvoyé. Justement. Mais le gars, il n'a jamais été bon. C'est la fédération française qui a commis toutes ces erreurs-là. Et on comprend d'ailleurs pourquoi aujourd'hui les arbitres français ils ne sont pas représentatifs. Ils ne sont pas représentatifs. À l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul qui est au niveau de l'UEFA. Voilà quoi. Si on a des arbitres
tacleur. Eh bien, en Coupe du Monde, on ne tacle pas. N'oublions pas qu'il a refusé un but à Nantes la dernière fois. Il a refusé également un but à Nantes. Et rappelons tout simplement qu'il est convoqué devant la commission de discipline le 8 février. On attend de voir la décision qui va sortir lorsque Tony Chaperon. On espère que là-bas aussi, il ne va pas donner des cartons. En tout cas, je ne donnerai pas un prénom Tony à mon enfant. Fini pour le débat des spécialistes. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Il y a une question qui nous est arrivée en live. On tient à savoir où joue désormais un certain Bakary Sagna. Est-ce que vous vous rappelez de ce joueur? Oui. Bakary Sagna, l'ancien d'Arsenal de City. Actuellement, Sagna n'a pas de contrat avec un club. Il s'entraîne tout seul. Et d'ailleurs, il a fait une interview, je pense, le jeudi, où il disait il va aller en Coupe du Monde malgré qu'il n'est pas, entre guillemets, actif pour le moment. Il se dit s'entraîner tout seul il est bien dans son coin. C'est pas en Afrique. Ah oui. Ça, c'est en Afrique, ça se passe. En Afrique, ça se passe. On s'entraîne dans son coin. On sillonne les pas. On est capitaine. C'est bien de rêver en tout cas. Oh, c'est bien. Pas en France. Des nouvelles de Ronaldinho la dernière fois également qui a pris sa retraite internationale, c'est ça? Oui. Roméo? Oui, c'est très bien. Ronaldinho nous a fait rêver. En tout cas, moi, c'est un joueur que j'adore. Oui. Quand je vois Ronaldinho jouer, je dis que le football, il est trop simple. C'est du genre Messi. Excusez-moi un peu cette comparaison, mais c'est un joueur fantastique. Il a le ballon, il s'amuse avec, et puis finalement, il vous plante un super but. Messi plus spectaculaire. Voilà. Donc, c'est un joueur fantastique qui n'est pas aussi agressif, qui sourit. Même tu le tacles, il sourit. C'est un joueur que moi, j'aime beaucoup. Ah oui, on se rappelle de ce formidable documentaire, El Sorenza del Football, le sourire du football. C'était un formidable documentaire. Franck Nunyama, Ronaldinho qui quitte les pelouses. Non, c'est quelqu'un qui a marqué le football mondial, tout simplement. Lorsqu'on voit un peu le palmarès du joueur, c'est exceptionnel, c'est vraiment à apprécier. C'est un grand joueur, comme quelqu'un le dit il y a quelques instants. On a comme l'impression avec lui que le football, c'est de l'amusement. Il fait tout ce qu'il veut avec le ballon. Quand je voudrais citer un peu le champion du monde de judo français, Teddy Riner, qui même Ronaldinho devant Messi, pour lui, il est le meilleur de tout le temps. Donc je pense que c'est un grand joueur. Et aujourd'hui, à 37 ans, c'est bien qu'il s'en aille, qu'il fasse autre chose. On regrette un peu la fin où il s'est mis un peu dans l'alcool et la femme, les femmes, tout ça dans les boîtes de nuit. C'est un Brésilien. Il reste quand même un grand joueur et on l'adore tous en tout cas. Et je vais vous citer ces phrases de la dernière fois. Il dit: merci mon Dieu pour cette vie que tu m'as donnée pour ma famille, mes amis et ma profession. Après 3 décennies dédiées au football, je dis au revoir à mon plus grand rêve, un rêve qui s'est réalisé. Oui, Gaucho, comme on le surnomme, il a été tout simplement un joueur formidable. On se rappelle encore de ses dribbles fulgurants, sa conduite de balle incroyable et ses facultés sur le terrain. Il nous a quand même permis de vivre d'excellents moments autour du football. C'est un régal tout simplement de voir ce joueur sur un terrain de foot. Donc il a été Ballon d'Or, heureusement qu'il a été Ballon d'Or. Mais la surprise, c'est qu'il ne l'a été qu'une seule fois. Une seule fois, oui. Exact. Sinon, il a gagné aussi la Coupe du Monde. Oui, il a gagné aussi la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. On se rappelle de ce lobe de Ronaldinho face à l'Angleterre. C'était en 2006 en Corée du Sud et au Japon. Sacré Ronaldinho. Ronaldo de Assis Moreira. C'est vous qui avez fait son acte. C'est comme ça on l'appelle. Et on reste avec vous, Armel Ouaba. On parle du thème sportif. Non, c'est pas pardon. C'est sur votre gauche. Roméo oui. On se rappelle qu'il a été applaudi à Santiago Bernabéu. Oui, justement. Par les supporters du Real. Voilà. Ça force le respect. Roméo, on vous retrouve pour le thème sportif. Oui, nous parlons du centre en retrait. Oui. On sait que le centre, c'est une action d'envoyer le ballon dans la surface de réparation, sur les côtés pour permettre à un attaquant de reprendre le ballon de la tête où on envoie le ballon au ras du sol
pour que l'attaquant puisse reprendre cette balle. Mais le centre en retrait consiste à faire un centre à ras du sol, justement, en retrait par rapport à la situation des buts. Oui. Et l'objectif donc du centre en retrait, c'est de prendre à défaut la défense se repliant sur le but, empêcher donc le défenseur d'intercepter le ballon. Celui qui est donc maître justement, dans cet exercice, eh bien, c'est ton Madrilène. Ah oui. Il est sur le côté, il est brésilien. Ah oui, Marcelo. Eh bien, souvenez-vous aussi du 7-1 pris par le Brésil. Oui. L'Allemagne a tué cette sélection à travers des centres en retrait. Oui. Ce sont des actions qui tuent souvent les défenseurs. Ouais. Et souvent sur le but, et on met derrière, ils sont courts, paf. Et souvent, celui qui tire en dernière position doit être extrêmement efficace. Précis. Et placer le ballon là où le gardien et là, c'est Messi, ne peut pas l'avoir. Jordi Alba, Messi, ça marche. Ah oui, ces derniers temps, ça marche très très fort. Ouais. C'est le tube de l'hiver ? Ouais, Merci Roméo, c'est bon ? On a d'autres spécialistes en la matière ? Non, bon, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Ouais. Parce que les ailiers, d'habitude, n'arrivent pas à réussir ce centre. C'est compliqué, hein. Oui, ce centre. Il y a aussi des centres-tirs en retrait. Centre-tir. Voilà, centre-tir en retrait qui oblige un joueur à marquer contre son camp. Ça, c'est la meilleure. Merci beaucoup, Roméo Yetor. Et on va s'intéresser au top 3 africain. Franck Mounyama, la Palme d'Or vous revient. Je vois encore Salah, Mané et puis Adebayor qui a marqué, qui a ouvert son compteur but pour la phase retour, c'est ça? Ou bien en coupe de Turquie, c'est ça. Ezekiel Ayataï, votre top 3 africain? Je veux être le dernier, c'est possible? Okay. Armel Waba? Oui, je mets bien évidemment Mané d'abord, et puis Salah. Et un Camerounais dont je ne me rappelle plus le nom, il est en G. Il a 10 buts en Ligue 1 actuellement. Angers. C'est un Camerounais. Et Toko et Kambi ou voilà, quelque chose comme ça? Charles Toko et Kambi, justement, voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah oui, ça ne vient pas tous les jours. Hein. Un joueur d'Angers dans le top 3 africain. Roméo Yetor. Oui, Salah, Mané et puis le Marseillais, Clinton. Ah oui, Clinton Dié, le Marseillais, le Camerounais. Cette fois-ci, on revient vers vous. Oui. Ezekiel. Je place en tête Michael Olunga. Oui, vous vouliez parler du... Vous faites allusion à quoi? Oui, le joueur de Gérone, qui était auteur d'un triplé lors de la victoire de Gérone 6-0. Ça ne vient pas tous les jours aussi. Voilà. Donc, il y a Olunga, Mané et Salah. Ah, décidément. On dirait que cette année, c'est Mané, Salah, Mané. Oui. Les deux sont en forme. Ouais, les prochaines occasions, Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas là. Voilà. Ouais. Pardon? Les prochaines occasions, on choisit juste le troisième. On connaît maintenant. Roméo Yetor, on va saluer quelques inconditionnels de cette émission. Oui, Juninho, Joseph Choco, et l'homme de Black, Padeno Padé, One Love, et tous ceux qui sont fidèles à ce programme. Armel Waba. Je salue monsieur... j'ai oublié le nom. Vous reconnaissez. Alors là. et toute sa famille. Il ne se reconnaît pas. Il se reconnaît. D'accord. Et toute sa famille, voilà. Coucou à vous. Coucou à ma petite maman chérie. Voilà, et ça vient pas tous les jours. Oui, c'est vrai. Et puis à nous tous là sur le plateau. On prend ça. Ezekiel. Bonjour à Happy, bonjour à Papzini, Santini, Coretti, tous ceux qui nous suivent du côté de Descamps, ceux qui nous suivent également du côté de Didiolé, Elliot Mablé, Manu à côté, je n'oublie pas Tchabi Lasma, Maussi Mocho, Alassani, Rachid, voilà, et puis toute l'équipe de Mouzou FC et de Diesel FC. Ah oui, Mouzou FC. Diesel FC. J'imagine déjà les joueurs qui sont là-bas. Franck Mounyama. Oui, on va dire bonjour à Gloria, Esther, Daniel, Pascal, Kenneth, Léonce Bati. Bonjour à One Love, le Barcelonais, Innocent, le taximan. On va
saluer Dominique à Descamps. Et c'est un inconditionnel de cette émission, supporter du Bayern Dominique. On va dire bonjour également à tout le monde, à Péné, et puis bonjour à l'honorable Koda qui nous suit. Oui. C'est un fidèle auditeur de cette émission. Il faut lui dire bonjour. Bonjour honorable. Ah oui, il y a un inconditionnel de cette émission, et Sonim Patassé, à qui je dis bonjour. Ah d'accord. Il fait partie de quel club, Diesel ou Diesel FC. Bonjour à Brucadio Faustin, Eligno, Kofi Nanja, Rodrigue Amekoudji, Evelyne Benedi également. Nous saluons, les Roméo collègues. A donné sa liste. Oui, elle était très courte. Latif Yoruma, Grégoire Attignon, Foudou également n'est pas du reste. Yvette Clousset, Catherine, Tchak et Puyas. Nous saluons également Ben Ayassou, Joël Aïe, les membres du club Solidarité FC. Raymond Assiomban, Sika Rovi n'est pas oublié. Dagan Radji. Oui. Non, la madrilène. Oui. Bien sûr, n'est pas également du reste. Kofi de Badou également. Kofi de Badou. Oui. Il est de Badou. Badouville. Bonjour à Astrid. Astrid. Bonjour également à Elom qui est resté debout durant toute l'émission pour nous faire la vidéo de cette émission. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de radiosportfmtg.com. Chers spécialistes, nous saluons également ensemble Fifia Sogbavi qui n'est pas... des nôtres ce matin, mais elle reçoit également nos coucous. Oui. Bonjour Fifi. Bonjour. Et bonne journée de vendredi à toi. Nous espérons te retrouver vendredi prochain. Chers spécialistes, c'est fini pour aujourd'hui. Ouais. Déjà ah oui, yes, weekend. Ah oui, ça c'est beau. Hein. Ouais, c'est beau. Ça c'est beau. Merci. God's Friday. Ah oui, thank God's Friday. Ça c'est un tube de R. Kelly. Hein. Ouais, ah oui, merci parce qu'on est arrivé à vendredi. Le week-end s'annonce, c'est ça? Surtout pour les élèves. Merci à Mel Wamba, merci à Roméo Yetor, Franck Lunyama, merci d'être là. Oui, Ezekiel a été à Emile, merci. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Oui, la mise en onde a été assurée par Gildas Caboret. Merci également à toi, Gildas. On se dit à vendredi prochain avec le même plaisir sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot.